Ici Maillard. Alors au moment où on sort cette vidéo, nous sommes toujours au lancement d'Aventure, le jeu de rôle. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre le financement participatif et j'irai même plus loin. C'est assez intimidant et assez excitant en même temps. Donc, pour aller dans le concret, vous trouverez un lien dans la description de la vidéo avec un extrait de PDF pour vous montrer un peu vers où on se dirige. Donc, cet extrait est une étude pour voir à la fois quelles pistes donner à l'apparence, à l'écran du jeu de rôle, mais encore une fois, pour aller plus loin et pour vous montrer un peu dans quoi vous mettez les pieds. Maintenant, je vous tiendrai au courant très concrètement de l'avancée du jeu, à savoir en live sur ma chaîne Twitch ou encore sur mon Twitter ou mon Facebook. Donc abonnez-vous et même à mon Instagram où vous verrez des choses incroyables comme des photos de moi en train d'écrire. Et là, j'avoue que je suis moi-même auto-enthousiasmé. Bref, on va arrêter de dire des bêtises. On va surtout entendre Fred parler de la 4e saison d'Aventure. Est-ce que donc on aura droit à un arc neutre à la fin, ou est-ce que directement à la fin des arcs des personnages on va arriver devant la conclusion? L'arc final est un arc neutre en fait. Est-ce que tu réalises, Fred, que avec tout ce qui a été mis en place là, c'est intégré, même moi en tant que joueur, c'est intégré que ça peut durer encore 5, 10, 15 épisodes, que ça ne me choquerait pas avec oui, tout ce qui est mis en place. Là pourtant j'essaie d'aller droit au but, hein, vraiment. Ouais, ouais. Mais sans parler de longueur, hein, sans parler de ralentissement ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que ça a été, j'ai l'impression, communément admis, même moi en tant que joueur, de me dire ça va quelque part, c'est normal, c'est logique, on découvre des choses chaque 2-3 épisodes, et à tournure, à chaque épisode, c'est cool, on n'est pas passif, hein, et non, il y a un vrai renouvellement, alors que même moi en tant que MJ, sur les premières saisons d'aventure, j'avais l'impression que c'était trop parfois, et que la fin, si tu veux, de la saison 2, où vous finissez, comme vous avez fini avec Théo et compagnie, et bien pour le coup, ce qui s'est passé, c'est que j'avais prévu que vous continuiez jusqu'aux intendants, jusqu'à l'île des intendants. J'avais prévu... oui. Et ça fait... c'est vrai que la saison 2 et 3, finalement, c'est une seule saison, en fait. Clairement. Mais là, c'est pareil, en fait. La saison 4, c'est une campagne, en fait, hein, ce qu'on fait classiquement, qu'on appelle ça dans un jeu de rôle. Si tu pourrais dire que chaque scénar, le scénar de Grand Lake, le scénar de Shin, le scénar de Bob, et enfin tout ça forme une campagne, en fait. Donc, mais oui, mais après, je m'inquiète pas. Pour ta question, oui, effectivement, il y aura l'arc final est un arc neutre, entre guillemets. Mais comme j'avais dit, ce qui s'est passé, mais je peux pas trop rentrer dans les détails parce que sinon ça spoil. Mais ce qui va se passer, c'est qu'à un moment avant l'arc final, il y aura un épisode qui est un peu spécifique, qui sera plus du jeu de rôle réellement, et c'est là où je vais vous dire, voilà ce qui s'est passé, voilà ce que vous avez fait, voilà les scénars que vous avez choisis, voilà les scénars que vous avez loupés. Parce qu'il y a des scénars, vous avez pris une branche narrative, imaginons un truc, vous avez pris d'abord le choix 1, puis le choix 3, puis le choix 2, puis le choix 4, etc. Et donc vous avez pris une direction spécifique, mais il y a d'autres directions qui étaient possibles. Par exemple, au début, quand Victoria, la première fois que vous l'avez rencontrée, vous a dit, alors voilà, il se passe ça chez les nains, il se passe ça chez les mages, il se passe ça à Kirov, et il se passe ça chez Tartampion. Et là, vous aviez choisi d'aller chez les mages. Mais tu vois, par exemple, ce que je vais vous dire à ce moment-là, c'est je vais vous dire, voilà, par exemple, si vous étiez allé là, il se serait passé autre chose. Simplement, vous n'êtes pas allé, donc du coup, au bout d'un moment, cette possibilité de scénario a disparu, elle s'est évaporée. T'es déjà en train de lister ces éléments? Ouais, carrément. Elle était là, enfin, c'est déjà listé en fait. Et je vais vous dire, cette possibilité de scénario s'est évaporée parce qu'elle était là que temporairement. Hein, vous n'aviez que quelques jours pour la faire. Vous n'y êtes pas allé, du coup, cette occasion de scénario s'est évaporée, entre guillemets. Ouais. Et donc ça aura des conséquences, entre guillemets, sur la suite, etc. D'accord, donc les éléments qui ont été choisis dans les différents arcs impactent directement sur les nouveaux arcs. Je dis n'importe quoi. Imaginons, il n'y a pas quelqu'un qu'on a apprécié dans la mine naine, quelqu'un qu'on aurait pu se faire un allié. Est-ce que potentiellement ça pourrait nous empêcher d'impacter une partie du scénario de l'arc de Chine?
Alors c'est plus l'ordre dans lequel vous l'avez fait en fait. Parce que par exemple, tu vois, si un truc con, mais tu réfléchis vraiment à tout ça? Ouais, carrément. C'est une logique de jeu, c'est une logique de jeu vidéo. C'est-à-dire que ce que je veux faire, c'est que le monde évolue pendant que vous êtes allé chez les mages et qu'ensuite vous êtes allé chez les nains. L'armée de Kirov a avancé. Là, c'est pour ça que vous avez affronté. Typiquement, c'est pour ça que vous avez affronté des troupes de Kirov dans la forêt que vous n'auriez absolument pas rencontré si vous étiez allé directement chez l'arc de Chine en premier. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'à ce moment-là, Kirov n'avait pas envahi encore Castelblanc. Tu as timeliné tout le. C'est ça. D'accord, ok. C'est marrant comment est-ce que construit différemment. Et ça, par contre, c'est important de le rappeler, c'est une très grande richesse. Si vous avez, vous, l'occasion de faire des parties de JDR, c'est une très grande richesse d'avoir des MJ tournants à votre table. Car vraiment, ça vous permet même à vous, déjà de vous reposer. Moi, je vous cache pas... moi, il y a eu un moment où Fred allait péter un câble parce qu'on n'arrêtait pas de lui couper la parole dans l'enregistrement. Et je le comprends tellement. Et moi, j'étais le seul à pas parler. Et moi, je me souviendrai toujours à ce moment-là où tu as dit non, mais ça suffit, on se pose 2 secondes, arrêtez de me couper la parole, je fais une description. C'est effectivement, ça a été coupé, les gens l'ont pas vu, mais j'ai clairement dit là, maintenant, stop, vous me cassez les couilles là, parce que je peux pas en placer une, au bout d'un moment, ça me casse. Et tu as ajouté, je vois ton petit sourire, Maillard. Je me souviendrai toujours. Donc, alors, c'est pas c'est une forme de solidarité, hein. Donc, mais oui. Donc, du coup, pour le coup, c'est pas évident le rôle de MJ, et c'est important, genre même nous, d'être solidaire par rapport à ce que raconte Fred. Et même si, parce que c'est l'enthousiasme, hein, on a tous envie de jouer, on a tous envie de faire une partie du scénario, d'impacter. Et c'est cool aussi de laisser un autre joueur devenir MJ. Et même si, par exemple, là, j'ai hâte de voir Bob quand il aura les dispos suffisantes pour être MJ. Mais j'ai un peu, tu vois, de peine, parce que je pense qu'on va tous être contents de jouer ensemble. Et non, mais je pense qu'effectivement, je te couperai moi la parole une fois que je serai redevenu joueur, peut-être. ça m'aura calmé. Ouais, ça m'aura calmé. Non, mais c'est cool, moi je suis vraiment très très content. Et puis c'est un autre exercice de venir en enregistrement les pieds sous la table et de pointer du doigt ceux qui ont des problèmes techniques. C'est quand même vachement plus cool. T'as envie de continuer à maîtriser pendant quelques temps, ou enfin, genre, où ça te va pour l'instant, ou tu... écoute, là déjà on aura fait une bonne grosse campagne, parce que ça fait quand même quasiment 8 mois qu'on y est. Donc bon, après je te rendrai les clés. Et moi j'irai au siège arrière. Moi. Si tu veux vomir, vomis dans le sac. Je me souviens que quand il y avait le coffre, par exemple, de Oumani, il a été nul comme un sac et qu'il n'a pas ouvert. Je me souviens que tu avais prévu, si je dis pas n'importe quoi, de montrer une interface différente où tu voyais l'intérieur. Du coffre. Ouais, complètement. En fait, c'était une vue. En plus, c'est vrai que c'est con parce que c'était pour une fois que je m'étais fait chier. C'était le coffre en fait, et il y avait il y avait un message au fond du coffre, et il fallait en cliquant, c'était facile, hein, il fallait juste cliquer, faire glisser les objets sur les côtés du coffre. Je vois ce que c'est qu'un token, Monsieur Molas. Voilà. Il fallait juste faire glisser les tokens hors du coffre, et j'avais foutu plein de fatras, il y avait plein de couches de tokens par dessus, et voilà, c'était juste parce que ça aurait été graphique en fait de te voir en train d'enlever un par un les fioles, les machins, tous les papiers. Mais c'était sans compter l'ouverture très délicate d'un coffre après avoir acquis les clés du coffre en me les donnant. C'est très compliqué. D'autant plus que c'était en plus un élément clé qui aurait complètement changé la suite du scénar si tu l'avais ramassé en plus. Sur une échelle de 1 à 10, ça impacte comment sur la suite, hein? C'était genre 10. C'était vraiment genre 10. Quel sac. Non, mais j'ai l'impression que c'est le résumé de ma vie, quoi. Donc, mais bon, c'est comme ça. Alors, je vais répondre rapidement et tu vas compléter si tu veux. Donc, on dit voilà, Fred, lorsque tu as construit tes arcs sur des joueurs, est-ce que Maillard t'a transmis des informations sur eux pour ne pas créer d'incohérence? Du coup, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que non, même moi je découvre des trucs sur lesquels Fred a discuté avec les autres joueurs, et même je découvre les autres joueurs des trucs que même moi en tant qu'MJ j'avais pas comme élément, mais c'est quelque chose qu'il a, mais de manière totalement légite, construit
avec Crane, avec Bob, avec Seb, et je prends vraiment beaucoup de plaisir à découvrir ça. Cela dit, j'ai quand même fait attention. Je suis retourné pour le coup voir je crois que c'était l'avant ou avant-dernier épisode de la saison 1, qui est le seul endroit où il y a réellement un retour en arrière sur l'histoire des PJ, notamment pour Shin, où on le voit se faire emmerder par deux mecs au bord d'une rivière avec l'élémentaire d'eau. Avec les petites séquences intersaison. Oui, je suis retourné voir ça pour pas créer d'incohérence en fait, pour voir ce que toi t'avais dit, de manière à ce que il y ait pas de problème. C'est comme l'histoire l'histoire autour de Théo, qui a aussi même si c'était pas ultra défini au début, je l'ai ensuite bâti autour de ça pour le live sur Castablanc, autour du flashback que t'avais fait, quand t'avais dit oui, que mon père refusait que je sois paladin. Du coup, c'est comme ça que j'ai imaginé l'histoire de séparer paladin et inquisiteur en fait. C'est pour ça que Théo, quand il dit qu'il est paladin, en réalité il est pas paladin, il est inquisiteur. Il a jamais pu devenir paladin parce qu'il a été interdit de devenir paladin. Donc il est rentré chez les inquisiteurs, qui étaient tous ces détails seront d'ailleurs dans le livre d'aventure que je vous invite à acheter. Avec la réponse sur la petite fille, si elle est morte ou pas, et dans quelle uchronie elle existe encore. Tu sais dans quelle dimension. Mais oui, mais bien sûr, avec le nom de l'homme à la rapière, page 77. C'est vrai que ceux qui s'intéressent au livret voient que le lore s'arrête à page 32. Donc il y a pas mal de questions qui ont popé là-dessus. C'est ton degré d'inspiration par rapport à Dragon Age, parce que moi j'ai pas fait Dragon Age. Enfin, je te cache pas que j'ai commencé Dragon Age, c'était plus fort que moi. J'ai abandonné. C'est un peu comme le Seigneur des Anneaux. J'ai lu 100 pages du Seigneur des Anneaux. J'ai trouvé chiant l'herbe à pipe. Arrivé à page 100, je voulais que les choses avancent. Et la Dragon Age, je me suis arrêté au début quand la ville se fait attaquer et qu'il faut fuir. Ça m'a gavé. Alors, ça remonte à loin un petit peu, mais il n'y a pas que Dragon Age. Il y a du Dragon Age, notamment une des possibilités d'arc chez les nains était complètement du Dragon Age. D'ailleurs, c'est vrai que la rivalité entre Tagore et Gargrim rappelle la rivalité entre je sais plus qui et je sais plus qui. J'ai complètement oublié les noms, par contre, excusez, parce que Dragon Age il y a un bail. Et par exemple aussi, Urgreen travaillait sur un peu comme dans Dragon Age. Urgreen travaillait sur des golems à partir de nains qui là ils ont pas choisi cette voie finalement. Mais il y a un peu de Dragon Age, il y a beaucoup de Suikoden, Belen et Armont, voilà. Il y a beaucoup de Suikoden, il y a un peu de Warcraft aussi. D'accord. Il y a un peu du dernier des Mohicans. il y a plein de trucs différents en fait. Et donc mais ouais, il y a plein d'inspirations qui beaucoup de Mass Effect aussi. De Mass Effect. Oui, parce que Dragon Age, c'est vrai que ça. En fait, c'est le côté, c'est BioWare d'une manière générale en fait, parce que ce qui rappelle le côté Dragon Age, c'est le côté d'aller chercher des alliés en résolvant des espèces de sous-quêtes ou de scénarios dans chacun. Tu vas faire la sous-quête chez les mages et du coup les mages sont avec toi. Tu vas faire la sous-quête chez les nains et les nains sont avec toi. Tu vas faire la sous-quête chez les peuples de la forêt et je veux pas vous dire la fin. Mais vous voyez, donc du coup c'est vrai que et du coup ça fait très BioWare parce que Mass Effect 2 en fait c'est exactement la même chose en fait. Mais encore une fois justement c'est très inspiré de jeux vidéo parce que c'est toutes mes inspirations en fait, hein, le jeu vidéo c'est clairement voilà. Ouais, d'accord. Okay. Et en parlant de jeux vidéo, le retour de Magical Girl, tu vois, la transition qui n'a rien à voir. Moi je serais ravi, moi ça m'avait beaucoup fait rire Magical Aventure. Ah, ça me fait tellement peur, Vous m'avez tellement vendu le contre-produit. Non, mais tu t'es fait arnaquer. Ah ouais, mais l'arnaque, mais totale, mais je me souviendrai, mais toujours quoi. 2 mois avant, mais t'inquiète pas, on va être propre. 1 mois avant, on va être propre. 1 semaine avant, on va être propre, mais faut que tu t'attendes. 1 heure avant, non mais on va être dégueulasse. Tu vois, non, mais alors je dois avouer, c'est contre mon gré, j'ai pris du plaisir. C'est tu vois. Le A, tu vois, tu as aimé les tentacules. Plaisir à couper. En fait, ce que j'ai vraiment kiffé sur Magical Aventure, c'est aussi la narration qui était différente. Et là, heureusement que tu m'as beaucoup aidé là-dessus, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que je savais pas exactement vers quelle direction on allait. Je pensais que ça allait être du aventure bis avec les vues dessus, mais le comment t'appelles ça, le novel, novel, je sais pas quoi.
Ouais, mais du coup, hentai, on va appeler ça. très bien, merveilleux. Et donc oui, du coup, moi je savais pas exactement ce que vous aviez en tête. Hein. C'est-à-dire autant au niveau du contexte pour moi, j'étais pas méga over show pour aller super over loin par rapport au Nana de Magical Adventure. Autant en fait la manière de raconter pour moi m'a vraiment, j'ai vraiment kiffé le fait d'être, de changer de map régulièrement, d'avoir un côté, ça aussi c'est un côté très jeu vidéo finalement, parce que c'était très libre, c'était paradoxalement très très jeu de rôle en fait, parce qu'on n'avait pas beaucoup de visuels, et on était super libre. Le seul truc qui était dommage, c'est qu'en fait, il n'y a aucun système sur Roll20 qui permet de changer les visages, parce qu'il faut voir qu'on avait... Sorina a fait genre... 14, il y avait 10, entre 10 et 15 tokens, avec entre 10 et 15 expressions de visages différentes pour chaque personnage. Et du coup, c'est dommage il y a pas un système qui permet d'un seul simple clic de passer d'une tête à une autre, parce que du coup on est obligé de cliquer et glisser c'est ça, ce que vous n'aviez pas vu pendant le live, c'est qu'il y avait les 10-15 tokens qui étaient en dehors de ce que capturait Seb, et les joueurs prenaient les tokens, les faisaient glisser sur la map en fonction de l'expression du personnage, et du coup c'était fallait penser à la technique, mais je sais pas en termes de série ce que ça peut donner en termes parce que la dynamique de narration est vraiment différente, mais je sais pas si ça a plus intérêt à être joué en live en fait en série. Je sais pas, je pense que c'est peut-être plus visuellement ça sera plus joli forcément si tu le fais en montée, parce que du coup tu pourras virer tous les moments où tu fais glisser les tokens quoi. Ouais. Mais je sais pas. Aucune idée. Je pense qu'en live il y a le côté délirant et le côté où on se marre, on fait n'importe quoi et on se marre. C'est vrai que je pense qu'en live c'est quand même mieux, effectivement. Ouais, pour le coup. Mais du coup, est-ce que ça te dirait de refaire du live avec... parce qu'on me demande souvent, c'est quand le prochain live. Le truc qu'il faut savoir, c'est que Bob, il a quand même un débit, enfin, même Bob, Fred, Seb, Crane, ils ont un débit de vidéo qui est... voilà, on pourrait presque croire que c'est un métier. Et pour le coup, c'est compliqué de caler un live entre tout ça, parce que ce qui permettait une progression, le fonctionnement en fait d'aventure il y a encore 2 ans, 1 an et demi, c'était grâce au sponsor de Dailymotion, donc c'est qui permettait de fonctionner de cette manière. Et là donc du coup c'est beaucoup plus délicat de mobiliser du temps pour faire un live, même si de temps en temps entre 2 tournages il y a Bob qui dit je sais, vous allez tous vous retourner devant mon intrigue extraordinaire, et pour le coup je sais pas du tout quand est-ce que ça va faire, donc on n'a pas de date, sur pas de date, mais Bob je crois qu'il va créer ses maps sur son stream de la propreté, il me semble. Ah carrément. Ouais, je pense qu'il va le faire en direct avec les gens. Ah c'est cool ça, mais du coup faudrait pas que j'aille le voir. Faudra pas les regarder. C'est ça, faudrait que j'envoie des gens. Alors qu'est-ce qu'il a mis dans la map tu vois, les espions, je sais tout. Donc sinon, question qui tue, est-ce que t'as... Enfin c'est quelque chose, une vraie question, on n'a jamais discuté, mais est-ce que t'as déjà rédigé des scénarios de A à Z de JDR c'est pas ce qu'on est en train de faire. Non, mais moi, techniquement, tu vois, si je prends les scénarios que j'ai écrits sur la saison 1, 2, 3, je les ai pas rédigés en termes de publication. C'est-à-dire que si je les file à quelqu'un d'autre, l'autre personne ne pourra pas exploiter. Si par exemple tu me files la 4e saison entre les mains, est-ce que je pourrais la jouer? Je pense que oui, parce qu'en fait mon scénar il est divisé en 2 parties. Il y a le côté, je te dis, où j'ai temporisé tout, c'est-à-dire qu'à la fin j'ai un truc qui s'appelle chronologie, où il y a vraiment tout ce qu'a fait, tout ce qu'ont fait les personnages importants et à quel moment ils l'ont fait. Donc finalement toute cette partie de chronologie finit par début de l'aventure, et c'est au moment où les joueurs et le MJ arrivent quoi. Donc ça veut dire que tu sais exactement tout ce qui s'est passé, y compris les trucs qu'a fait le méchant et que les joueurs le savaient pas, machin, etc. Enfin voilà. D'accord. Donc je pense que oui, mais surtout, mais en fait, moi je sais pas comment toi tu fais, mais moi je fonctionne carte par carte, c'est-à-dire qu'à chaque carte, je dis, voilà, il y a une petite description de la carte, de ce que je dois dire quand on arrive sur la carte, et puis après il y a le nom des personnages, il y a les stats des personnages au cas où ils se font taper dessus, et puis il y a qu'est-ce qui doit se passer dans la carte en gros, voilà. D'accord. Enfin moi faut voir ça un peu comme un sablier, c'est-à-dire que moi je vois ça avec une porte d'entrée, un bac à sable et une porte de sortie, ce qui donne l'impression à tort, c'est quelque
quelque chose que j'ai appris vraiment pendant le... Parce qu'autour d'une table, ça marche, mais en termes de divertissement web, c'est beaucoup moins efficace de laisser trop de liberté, pas dans le sens où il faut être dirigiste, mais dans le sens où tu peux pas installer une ambiance pendant 3 quarts d'heure ou pendant 1 heure. Tu peux pas. Si tu veux pouvoir me faire un divertissement web. C'est-à-dire que il faut vraiment s'adapter au format, et c'est quelque chose... Enfin, j'ai appris que c'était un choc pour moi, mais c'est quelque chose que j'ai appris. Je réalisais pas en fait la technicité qu'il fallait mettre en place et la manière dont il fallait s'adapter jusqu'à le vivre. Et je vois pas mal de gens qui s'essayent en fait à faire des vidéos comme Aventure ou comme d'autres, qui se disent on va juste se poser devant une caméra, on va jouer, puis on va couper au bout de chaque demi-heure. Ouais, ça marche pas. Parce que dans un vrai jeu de rôle, tu peux passer 45 minutes à discuter avec un mec dans la taverne. Mais en vrai, sur un truc de jeu de rôle, tu peux pas faire 3 épisodes de la taverne numéro 1, la taverne numéro 2, la taverne numéro 3. En fait, c'est vite super relou à regarder, quoi. C'est pour ça que quand on voit en fait les épisodes, on s'arrange pour que en moyenne tous les 2, 3, max 4, 5 épisodes, il y ait un petit peu de baston, il y ait un petit peu... Enfin, voilà, même pas de baston, ce que tu avais dit quand on avait discuté là-dessus, c'est même pas de la baston physique, c'est quelque vraiment chose oui, voilà. un conflit, une opposition, en fait, quelque chose qui réveille un peu, c'est-à-dire que et limite qui implique chacun d'entre nous, parce que on n'est pas tous impliqués de la même manière, hein. Je veux dire que quand il y a des négociations, c'est plutôt Crane et Bob, quand il y a des dilemmes un peu moraux, souvent c'est Seb. Moi, voilà. Je sais pas. Je te jure, j'ai vraiment l'impression d'être un touriste, mais pas au sens négatif. Au sens, je viens avec du popcorn et je trouve tout extraordinaire, tu vois. Et de temps en temps, je balance du popcorn. Ouais, t'as tes tongs et ton appareil photo derrière. C'est ce que tu veux dire. C'est très raciste. Mais oui, du coup, hop. Alors on dit, voilà. Alors une question pour toi, c'est Fred. Alors l'élément qui était pour moi sous-utilisé par les aventuriers, c'est le collet de communication. Est-ce que tu t'attendais à quelque chose de particulier par rapport à cet objet? J'avoue, enfin on y a pensé que quand tu as glissé le fait qu'on avait un. Je pensais qu'ils allaient l'utiliser un petit peu plus, oui, surtout notamment quand les PNJ leur ont donné des informations cruciales du genre oui, saviez-vous que Castelblond était dans la merde et qu'ils allaient bientôt se faire raser le cul, qu'à aucun moment vous ayez pensé à prévenir Théo, du coup ça aura aussi des influences, notamment dans l'arc final. Mais tu veux dire qu'au moment où je discutais avec Théo et que ça a été coupé, on a été coupé en plein milieu de la conversation, c'est parce qu'au début, on n'a pas pris le temps de discuter avec lui que, du coup, j'étais coupé dans la conversation avec lui. C'est ça? Il faudrait que je relise le script, mais en gros, je crois que l'information comme quoi comme quoi Castelblanc allait se faire attaquer par Kirov. Oui, voilà, c'est ça. L'information comme quoi les troupes de Kirov se dirigeaient vers Castelblanc, vous l'avez eu très tôt dans l'arc des nains et vous n'avez absolument pas pensé à prévenir Théo. Ce qui du coup a changé la discussion que Théo a eu avec vous, où il vous a dit oh putain, les mecs de Kirov ils sont là, personne les a vus venir, au secours, au secours. Voilà. Si jamais vous aviez pensé à lui donner l'information, ça aurait changé forcément le dialogue, ou que quelqu'un vous avait dit ça y est ils sont arrivés, je me suis planqué. Je pense de base, si j'avais suivi le scénario, ça aurait pu changer le dialogue, déjà de base. Oui. Mais oui, mais voilà, mais du coup effectivement pendant que vous êtes, enfin les événements évoluent pendant que vous faites autre chose. Du coup forcément quand vous oubliez de transmettre une information les événements évoluent en fonction de ça, quoi. Donc là effectivement vous aviez oublié de prévenir Théo. Du coup Théo quand Kirov est arrivé, il était un peu surpris de voir une armée arriver aux portes alors qu'il a eu aucune information. Il vous faisait confiance et vous l'avez trahi, quoi. Ça. Non, j'ai jamais trahi, moi on peut pas trahir quelqu'un avec qui on n'est pas spécialement amis. C'est vrai. Dans l'absolu. Pareil, il y a des questions, enfin les gens s'imaginent que quand moi en MJ j'ai utilisé Roll20, je suis un grand magicien, je fais preuve d'énormément de technicité et je me suis entraîné pendant des années dans des montagnes éloignées. Est-ce que c'est compliqué à être MJ sur Roll20? Franchement, non, c'est pas très compliqué. Les cartes, ça fonctionne un peu de manière. C'est un peu comme Photoshop, c'est des layers en fait. Vous avez un layer de map qui en fait tous. C'est-à-dire que tous les PJ, tous les objets que vous allez mettre par-dessus seront au-dessus de ce layer de cartes. Donc, imaginons que vous fassiez une forêt. Le layer map, ça va être la pelouse.
Et puis ensuite, par-dessus, vous mettez... Après, ça fonctionne sur un système de couches. Donc, il faut faire attention, parce que si jamais, par exemple, vous mettez ensuite les arbres et ensuite les PJ, comme vous avez mis les PJ après les arbres, ça veut dire que les PJ vont marcher sur les arbres. Donc, faire attention à mettre d'abord les PJ. Faut raisonner en termes de qu'est-ce qu'il y a tout en bas et qu'est-ce qu'il y a tout en haut. De calque Photoshop. C'est ça, de calque, c'est ça. Moi, en fait, j'ai vu que de plus en plus, en fait, tes maps, tu les travailles vraiment cool. Je sais pas si d'ailleurs, enfin, j'imagine que oui, tu demandes à Sorina de retravailler derrière. Enfin, t'as des notions de Photoshop, c'est indéniable. Je fais tout seul. Ah d'accord, ok. Non. Ok, je me suis demandé parce qu'il y a des tokens qui sont un peu pointus. Alors vous voyez, c'est la différence. Hein. Moi, je me fais énormément critiquer sur les tokens. Je suis une victime. Voilà, moi, je dis des choses gentilles. Voilà, très bien. Non, je plaisante. Non, j'ai découvert un certain nombre de maps en fait. Et pour le coup, moi, je gère les maps sur Photoshop pour les exporter en format JPEG pour que ça pèse le moins possible sur le calque de Roll20. Je mets ça en fond, donc sur le calque du MJ où les joueurs peuvent pas bouger, et c'est après sur les éléments que tu peux manipuler en tant que joueur que je mets par exemple les coffres, les cailloux, les chaises, les pommes, les trucs comme ça. Et après il y a le calque invisible pour faire apparaître des trucs comme ça. Un truc que t'as pas que tu as commencé à utiliser pas mal, c'est quand tu fais bouger certains d'entre nous dans d'autres calques, dans d'autres maps en fait. C'est vrai, parce que là pour l'instant vous aviez été tous plus ou moins au même endroit, mais c'est vrai que je m'en suis pas spécialement beaucoup servi. Ouais, non, c'est vrai. En fait, on avait une crainte là-dessus. Même ça a été même une erreur de ma part, mais c'était quelque chose à expérimenter. À la deuxième saison, à un moment donné, les joueurs sont séparés en groupes de 2. Et la première version de la fin de la deuxième saison, ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais fait 4 groupes de 1. Et en termes de narration, c'est super chaud parce qu'il y a 3 autres interminable. Ouais. Et du coup, c'est pas possible. Et là, divisé en groupes, et puis ça donne des thématiques. Moi, je garde de très bons souvenirs de cette équipe de surdoués avec Shin et Mani. On peut dire qu'il y a des vrais plans, enfin, qui sont mis en place lorsqu'on progresse. Mais du coup, alors, vraiment, c'est question par curiosité, c'est parmi les 4 joueurs, lequel tu te sens le plus proche en termes de jeu, en fait? Je sais pas, vous êtes vraiment tous différents. Peut-être de Bob à la limite, parce que Bob il a tendance à tout foutre en l'air des fois. Non, même pas en fait. Non, je sais pas. Franchement, je trouve que je suis beaucoup plus sac que vous, quoi. Non, parce que Crane il respecte complètement le scénar. Toi, tu le respectes pas, mais tu le casses pas. Seb, il le regarde d'un œil impassible, sans influencer dessus ou très peu. Et puis Bob, en général, c'est lui qui cherche la petite bête. Non, je trouve qu'on est vraiment tous complètement différents en fait. D'accord, ok. Ouais. Et même avec, je trouve même avec Bruce, c'est différent. Oui, même Bruce aussi. Oui. Pour le coup, on n'a pas assez joué avec Alexis pour voir Je sais qu'en ayant discuté avec Alexis, il aimerait bien rejouer. Il a gardé un très bon souvenir des lives, mais il n'est pas impossible qu'on essaie de mettre en place un format de JDR pour permettre justement de jouer avec les gens avec qui on a bien aimé, pour pouvoir permettre de tourner, parce que c'est vrai que j'ai du mal à envisager, je le dis régulièrement, hein, de jouer à Aventure avec d'autres personnes, parce que Aventure c'est voilà, ça reste quand même 2 ans et demi d'un certain groupe, même si ça me fait marrer de dire voilà, Mani c'est un touriste, il a rien à foutre là, ça reste quand même assez emblématique du même groupe, du même pilier. Autant j'ai aussi envie je garde très bon souvenir du jeu avec Bruce, avec Alexis, t'avais parlé de la possibilité de jouer avec Antoine. Ouais, on avait parlé au Wikiferit, on avait parlé avec Antoine et Mathieu Sommet qui étaient motivés aussi pour venir faire un live. Mais après, c'est vrai qu'on a arrêté de faire les lives, donc du coup, voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Alors, question, c'est pourquoi lors du premier choix de la dernière saison, vous n'avez pas fait 2 équipes de 2, l'un allant chez Shin et l'autre allant chez les nains? Trop compliqué. Question. Là,
Là, franchement, moi je pense que vous l'avez pas fait. Là, c'est pour une pure raison technique, parce que ça aurait été trop chiant à gérer, quoi, t'imagines. Ouais, non, mais... C'est parce que là on serait parti pour 15 épisodes séparés, quoi, tu vois. Alors, se séparer pendant un épisode, je dis pas, se séparer pendant 15 épisodes, c'est peut-être un petit peu... Ouais, puis c'est les interactions entre les joueurs qui sont cool, de voir comment est-ce qu'on monte le truc ensemble. Donc, la question très bête, c'est pourquoi ne pas faire les live aventures sur la chaîne YouTube Bazar du Grenier, égale plus de vues, égale plus d'argent, égale compenser le non-partenaire Twitch? Je sais même pas combien ça rapporte live et je m'en fous. À la limite, de toute façon, même si on le fait non monétisé, le prochain live, ce qui sera très certainement le cas, c'est pas important, quoi. C'est plus une question que les lives, il faut préparer plein de cartes, faut les. Puis... ça s'organise, quoi, du coup. Ah, mais voilà. Parce que après, vas-y, excuse-moi. Je pense que de toute façon, le temps qu'on mettrait à préparer un live sur une soirée de stream, à moins de foutre des pubs toutes les 5 minutes, ça rapporterait que dalle. Donc, fais-moi un test de rendez-vous pour le résultat après la pub. Voilà. Les couches Pampers sont absolument imperméables. Tu vois, très bien, parfait. Non, ça c'est compliqué. Puis il faut bien se dire que autant entre deux tournages, Fred ou le MJ peut préparer des maps, 2-3 maps pour réorienter le scénario, autant là c'est hyper intense parce qu'il faut penser 10 coups à l'avance sur tout, et c'est 4 heures. Nous quand on tourne, c'est 4 heures, mais on tourne 3 épisodes, un truc comme ça, quand on est vraiment à bloc. Donc du full pendant 4 heures, c'est quand même... non, c'est vraiment très chaud comme exercice. Très, très chaud. Alors, entre Star Aventure et entre Survivants, c'est vraiment deux goûts hyper différents. J'avoue qu'en ce moment, j'ai plus envie de zombies avec les Survivants. Puis en plus de ça, en fait, ce qu'il y a, c'est que ce qui est cool, c'est qu'on ressent le côté mortalité qui est vraiment cool. Là où, en fait, dans Aventure, on sent... pas la notion de mortalité, mais la notion d'impact, où la sanction elle tombe plus sur nos choix que sur le fait de mourir, parce qu'il y a pire que ça, hein. C'est si on fait des choix nuls devant des situations très importantes, devant le roi nain, qu'est-ce qu'il va faire, c'est quand même tout ça, c'est des choix qui sont assez importants, là où mourir c'est voilà, l'impact il est... C'est vrai que c'est le principal problème de la série Aventure, c'est que tu peux pas juste tuer les personnages sur un G raté au bout de 4 saisons, quoi. Tu peux tuer un personnage de manière narrative, dans une jolie cinématique, dans quelque chose qui reste dans les mémoires, mais tu peux pas juste au bout de 3 saisons dire ah bah t'as fait ça, alors tu glisses et tu tombes, tu meurs. Voilà, salut. Tous les cons que tu imites ont tous la même voix. Ouais, voilà, non mais c'est juste pas possible, quoi. T'imagines ce truc anticlimatique de ouf, quoi, le personnage que t'as suivi, d'un coup tout s'arrête. Et ben voilà, c'est donc sur ce caillou que s'arrête l'aventure. Ouais. Tu fais un personnage niveau 1 alors que les autres sont niveau 6. Voilà, ce serait un peu difficile, et puis franchement je pense que si tu prends un mec de nous 4 et que tu fais bon bah allez, t'es mort, dégage, et puis au pire tu prends un reroll niveau 1 tout pourri, je suis pas sûr que la personne ait envie de continuer, quoi, tu vois. Enfin, donc, non, perso j'aurais les boules si ouais voilà, carrément, si je perds un personnage. Bon, moi je suis là depuis moins longtemps, mais c'est on s'y attache vite, quoi. Puis on a l'impression de participer à un grand truc, un truc qui un peu nous dépasse. Donc pour le coup voilà, quoi. Et rien n'empêche là de pouvoir imaginer. Sur Aventure, c'est plus des sanctions, c'est plus des impacts négatifs sur nos choix nuls qu'on peut faire, ou voilà, c'est plus est-ce qu'ils vont réussir ou échouer le scénario, et comment ils vont le réussir, ou comment est-ce qu'ils vont l'échouer, ou est-ce qu'ils vont le réussir à moitié. C'est plus ça la question que, bon Dieu, est-ce qu'ils vont survivre jusqu'à la fin, tu vois ce que je veux dire. Oui, tout à fait, ouais. C'est plus ça qu'on se demande, quoi. Et mais c'est vrai qu'après, c'est vrai que là, cette saison 4 elle marque quand même quelque chose, c'est que après la fin de la saison, Bob, tu vois, Bob, on peut imaginer qu'il aura des choses à faire à la Tour des Mages. Grunlake, le personnage de Grunlake est devenu roi des nains. Ça va être difficile après pour lui de partir à l'aventure. C'est vrai qu'on peut imaginer un 50 ans plus tard. Un 50, voilà, ça c'était l'idée de Seb, effectivement, c'est de faire c'est que imaginons que après cette saison 4, chaque personnage reparte un peu de son côté pour vivre sa vie à lui, et que s'il devait y avoir une saison 5 d'aventure, ben ça se passerait un peu à
à la Age of Conan qui se passe 30 ou 40 ans plus tard avec les personnages qui se réunissent pour une ultime mission, t'es à l'Expandables, quoi, tu vois, ça serait un peu rigolo, quoi. Genre il faut aller sauver Manny parce qu'il a marché sur une peau de banane, mais qu'en fait tout le monde s'en fout parce que personne n'aime Manny, tu vois, pour la fin du scénario épisode 1, ah c'est Manny, voilà, voilà, le truc bien naze. Même si c'est vrai que si tu prends un truc, après c'est toujours pareil, hein, si tu fais un 40 ans plus tard, en réalité, Shin il est immortel déjà, donc voilà. Ouais. Grunleg c'est un nain donc il vit super longtemps, Bob c'est un mage il vit super longtemps, en fait il n'y a que Théo qui serait tout rabourri, c'est le seul qui est humain. Tu parles de Age of Conan, c'est vraiment c'est ça le parallèle, hein. Genre là t'as Shorty qui va faire en mode vieux musclé, ça va être ça va pas changer son caractère, il sera toujours exécrable, mais ça va pas, je pense, techniquement ça change pas, ça le rend pas moins compétent, donc ça sera limite plus cosmétique, et ça serait ce qui serait intéressant de voir, c'est si Théo a fondé une famille, si il a des enfants, s'il a des amis, s'il est seul, s'il a suivi les traces de son père, c'est tout ça qui est un peu attachant et un peu intéressant. On parlait de timeline sur la manière dont Fred construit sa saison 4, et c'est aussi finalement tout la manière dont se construit les saisons 1, 2, 3, 4, il y a une vraie évolution. Et là, le principe d'âge de fer, ça c'est une idée de Fred sur le fait d'assumer, mais jusqu'au bout, l'impact de la fin de la saison 3 avec le titan qui fait exploser. C'était une vraie discussion en interne en disant est-ce qu'on repart sur les mêmes bases, est-ce qu'on repart comme si c'était une saison 1, ou est-ce qu'on construit vraiment un truc. Et c'est là le technicien, le côté technique de Fred qui revient en disant ouais, mais on va gérer les impacts, donc il n'est pas impossible que la fin de la 4ème saison qui va dans un endroit, je sais, genre pas du tout, c'est pas impossible qu'il y ait des gros impacts, et que si saison prochaine il doit y avoir, ça sera avec des conclusions qu'il va falloir assumer pour le prochain MJ. Enfin, là-dessus, je serais bien curieux de voir les impacts que tu as. Alors, perso, j'ai aimé Star Wars. Même pour toi, d'ailleurs, moi j'ai une question pour toi au niveau de ton livre, parce que il faut le situer dans une temporalité, je suppose, ton livre. Je suppose que tu vas le situer avant la saison 4, pour le coup. Alors, pour le coup, ce qu'il y a, c'est que je vais proposer donc pas mal de lore et pas mal d'éléments, et ça sera dans des paraphes ou dans des éléments, dans des encadrés à côté, avec des propositions d'idées. Voilà, si vous utilisez cette partie-là du lore pendant la saison 2, eh bien, pendant la saison 2, ce roi n'est pas encore roi, ce PNJ est mort à cet âge-là, donc timeliné, mais sur des axes en fait ludiques, parce que quand là-dessus je te prends rien, quand tu lis un background de jeu de rôle, tout est loin d'être intéressant à jouer, et que même si c'est intéressant à lire, parce que bon, c'est de la lecture, tu te gorges un peu de toute cette ambiance, t'as plus envie de jouer certains éléments clés. Par exemple, s'il y a un roi qui se fait assassiner, tu t'en fous de jouer toute la partie autour où il s'est marié, tu t'en fous de savoir qu'il a des enfants, qu'il les a élevés pendant. Ce qui t'intéresse, c'est par exemple à quel moment il a été assassiné, et où est-ce que tu te trouvais à ce moment-là. Et donc, le lore ne va pas être construit en termes de timeline, il ne va pas y avoir de datation. Par contre, il va y avoir des éléments clés. Par exemple, Fred me disait, c'est sur la saison 4, j'ai imaginé un scénario de qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là, ailleurs, ce que les joueurs peuvent faire. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant, parce que tu te sens un peu acteur. Donc, là-dessus. Oui, complètement. Je sais pas si tu veux qu'on le spoil, ça d'ailleurs, ou pas. Il n'y a pas de problème. Non, mais c'est vrai que c'est un des trucs que je t'avais proposé, moi, de mettre, c'est que qu'il y aurait peut-être, j'en sais rien, c'est toi qui le verras, dans le livre d'aventure, un scénar qui se passerait en fait dans Castelblanc, avec des aventuriers pendant que les autres font leur truc ailleurs, chez les nains, chez les mages, etc. Pendant que, vous savez, Théo, là, il est à Castelblanc pendant ce temps-là, vous l'avez croisé déjà. Et qu'il y aurait un scénar où d'ailleurs je vais peut-être j'en ferai peut-être mention en fait dans la série. C'est quand les aventuriers vont peut-être revoir Théo, que Théo va raconter là j'étais avec des aventuriers avec d'autres types, etc. Et donc ça serait un des scénars qu'il y aurait peut-être dans le livre d'aventure. Voilà.